Femme chamane, femme au pluriel, chamane au pluriel aussi, avec des rencontres initiatiques d'Audrey Fella ici dans les studios. Bonsoir Audrey Fella. Bonsoir Joël. Alors vous êtes historienne de formation, vous êtes essayiste et journaliste, et vos recherches portent essentiellement sur les diverses expressions de la spiritualité au féminin et la manière dont celle-ci peut participer à la quête de sens de ses contemporains, que ce soit des femmes ou des hommes. Ce livre, Femmes chamanes, c'est le 7e. Vous faites beaucoup de livres sur les femmes. Quels étaient les autres thèmes ? Oui, c'est toujours ce thème-là, on va dire, de manière générale, les femmes et le sacré, en fait. La façon dont elles vivent leur spiritualité, donc à la fois dans les anciennes traditions, mais aussi de manière contemporaine, à travers les voies qui se sont développées, notamment en croisant le chamanisme. Donc le Femmes chamanes, c'est le 7e livre, comme vous l'avez dit. J'ai écrit notamment sur Mélusine, qui était une femme, une fée, en fait, une fée chrétienne, mais qui était quand même bien païenne aussi, qui m'a permis d'approcher d'autres figures du féminin, des archétypes. Ensuite, j'ai travaillé sur des femmes qui ont vécu, mais qui sont décédées aujourd'hui, comme Hildegard de Bingen. J'ai beaucoup travaillé sur la mystique. J'ai dirigé et coécrit un dictionnaire des femmes mystiques dans lequel il y a 514 femmes référencées, mystiques de toutes les traditions et aussi qui sont en dehors des traditions, des femmes artistes, des femmes poètes, des femmes écrivains, qui n'étaient pas forcément intégrées dans des traditions ou des religions, mais qui vivaient ces quêtes d'absolu, on va dire, cette quête d'absolu. Donc je me suis toujours intéressée au chamanisme parce que quand vous vous intéressez à ces sujets, c'est important de remonter au plus... dans le temps pour voir un petit peu quelle était la place de la femme spirituellement à l'origine. Donc bien évidemment, on aborde les spiritualités chez les peuples premiers et donc on croise beaucoup de rituels, de pratiques et de cérémonies chamaniques. Sauf que voilà, c'était en filigrane dans mes autres livres. Et là, j'ai eu envie d'aller beaucoup plus loin. Et en 2018, je suis carrément allée au Festival du chamanisme à Genac. Et c'est là où j'ai pu commencer à pratiquer moi-même certains rituels et cérémonies. Et suite à ça, j'ai eu envie, j'avais ce désir de livre depuis un moment, mais là, ça m'a véritablement déterminée à le faire, quoi. Voilà. Alors, l'intention de ce livre, c'est à la page 46, la société moderne ne proposant aucun savoir, ni modèle, ni rituel pour guider les femmes vers leur pouvoir et leur créativité, vous avez souhaité donner la parole à celles dont l'éveil contribue à restaurer cette connaissance féminine et à ouvrir les consciences des générations actuelles. Pour ce faire, vous avez rencontré et invité Maud Séjournant, Claire Barré, Lorenza Garcia, Myriam Beaugendre, Brigitte Pietzrak et Sandra Ingerman à témoigner de leurs histoires avec les traditions chamaniques d'Amérique et d'Asie et à nous livrer leurs enseignements. Donc 6 femmes occidentales qui cheminent depuis un certain temps sur cette voie à leur manière et qui ne se disent pas toutes chamanes, mais aussi ce sont des femmes médecines ou des passeuses. Il n'y a pas que ces femmes-là dont vous parlez dans votre livre, il y en a d'autres aussi que vous incorporez, que vous avez rencontrées un certain moment de votre vie. Au Festival du chamanisme, donc à Genac, vous vivez une expérience que vous racontez. Vous pouvez nous la raconter ? Oui, alors il y a 2 expériences, importantes, fondamentales. Une qui est plutôt un rituel, en fait c'est un voyage chamanique, donc ça fait partie de ce qu'on appelle le néo-chamanisme. Donc je suis partie en quête de mon animal totem, le loup, qui est sur la couverture du livre, avec Nanook. Voilà, donc au son du tambour, ce sont des rituels qui ont été mis au point par Michael Harner, qui est à l'origine du néo-chamanisme. Et donc au son du tambour, guidé par la voix de Nanook, vous partez dans une sorte de rêve éveillé, on va dire ça comme ça, et vous commencez, votre esprit, votre âme vous emmène faire un voyage dans lequel, à ce moment-là, j'ai rencontré ce loup qui est venu à moi, donc je ne m'y attendais pas du tout. Bien évidemment, j'avais pour indice d'aller vers mon animal totem, mais je ne savais pas du tout à quoi il ressemblait. Il faut que j'ajoute que le loup, ce n'était pas forcément mon animal préféré. Donc voilà, ce loup est venu. On a très vite, j'ai senti qu'il était ami, et qu'il avait
on avait une affinité particulière. Moi, j'ai jamais eu d'animaux, donc c'était tout à fait nouveau et tout à fait étrange de le vivre dans ce rêve éveillé. Hein. On ne s'endort pas, on n'est pas sous substance. Hein. C'est vraiment au son du tambour. C'est un rythme particulier qui vous permet finalement de passer un peu dans un état de conscience chamanique, comme on l'appelle, on va dire un état de conscience modifié, et qui fait qu'en fait, on est entre veille et sommeil, et votre âme, votre conscience, votre moi intérieur vous délivre, on va dire, un voyage. Donc ça, c'était la première pratique importante. Et l'autre, c'était avec grand-mère Lumitea, qui, elle, j'ai fait une cérémonie d'après des rites assez traditionnels, assez anciens, avec cette femme médecine d'origine algonquine. Et donc là, il y avait plusieurs rituels, dont tout d'abord celui de revisiter sa propre vie à partir de sa naissance, hein, sa propre vie à travers sa lignée de femme, voilà, sa propre vie de femme, à travers les expériences qui nous retouchent personnellement, nous les femmes. Nos chagrins d'amour, nos blessures de cœur, l'arrivée de nos règles, nos premiers désirs d'enfant, le premier enfant, le premier amour, etc., la sexualité. Enfin voilà, on déclinait tout ça. Bien évidemment, c'était un rituel qui se passait en silence à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. On ne l'exprimait pas à l'extérieur. Ce qui sortait de nous, c'est que beaucoup de femmes, au moment de ce rituel, pleuraient. Voilà, donc il y avait des fortes émotions. Et bien évidemment, quand c'était dans un tipi, on était toutes assises les unes à côté des autres, très serrées. Et quand on a passé comme ça 3h30 à vivre différentes choses. Hein. Mais le temps de ce rituel, forcément, quelque chose de vous se mêle sans que vous parliez à travers vos émotions, avec les émotions des autres. Donc c'est très très fort. Heureusement, ce rituel est contrebalancé par un autre qui vient après, dans lequel on parle véritablement de tout ce qui nous a porté, tout ce qui nous a aidé à dépasser ces épreuves finalement. Et donc on évoque, et là, à haute voix, la force, le courage, enfin tous les mots qu'on a envie de sortir, de déployer comme ça de notre corps, de notre gorge. Donc on peut le dire en riant, en pleurant, hurlant, etc. En tout cas, c'est joyeux. Voilà, et ça permet de faire l'équilibre et de venir guérir cet endroit. Il y avait aussi un très beau rituel de reliance à la terre-mère, voilà, où on se reliait à travers nous, à nos mères, à nos grands-mères, etc. Et on remontait au plus haut jusqu'à véritablement la terre-mère, qui est l'origine de notre vie, hein, qui est notre mère à tous, à toutes. Et je dis ça parce que à la fois, j'avais l'impression que ça me reliait à l'intérieur de moi, ça me reliait à la nature parce que nous étions assises toutes sur la terre, hein, l'élémentaire, donc il y a une énergie très particulière que vous sentez au niveau de votre bassin, puisqu'on était assises à même le sol. Voilà, et on se relie bien évidemment parce que c'est à ça aussi que les pratiques chamaniques nous aident, au monde invisible, donc aux énergies, on va dire, plus subtiles de ce monde qui comme ça s'ordonnent pendant ces rituels pour nous apporter leurs bonnes énergies et contribuer, on va dire, à la guérison ou alors à l'initiation. Oui, vous dites à un moment qu'à force de parler de Dieu le Père, nous sommes coupés de la terre-mère, hein, ça vient de vous, ça. On revient sur la roue propre au cycle de vie des femmes qui est tous les 13 ans. Alors, vous l'expliquez dans le livre un peu ce qui se passe. Et puis, le renouveau hormonal de 65 à 78 ans. C'est quoi ce renouveau hormonal de 65 à 78 ? Et il y a une deuxième question pour le prix d'une. Et qu'est-ce qui se passe après 78 ? Alors, j'imagine que c'est sans fin. Là, je retraduis dans le livre, merci de le citer Joël, parce que c'est vraiment intéressant et je crois que c'est très ignoré de la plupart des femmes. Je cite simplement ce que j'ai entendu. Alors, je ne peux pas vraiment en parler parce que moi-même, je suis dans la phase beaucoup plus jeune, j'ai 45 ans, donc ça serait quand même très difficile et pas très approprié que je mette des mots sur une expérience que je n'ai pas encore vécue. Le peu que je sais à travers une personne une amie à moi qui a véritablement vécu ce rituel et qui était dans cette tranche d'âge, me disait qu'en effet, elle se sentait souvent dans sa vie à ce moment-là comme une jeune fille. Il y a quelque chose qui se libérait. Il y avait comme une sorte d'énergie, de légèreté comme ça qu'on peut avoir à l'adolescence. On peut préfigurer que si ces énergies étaient dans son cœur, étaient dans son corps,
Non pas qu'il y avait de retour de règles, on n'est pas en train de parler de ça, mais qu'il y avait une sorte de jeunesse. On sait bien évidemment, bon, ça ce serait le sujet d'une autre émission, je ne l'aborde pas beaucoup dans le livre, mais que la sexualité évolue, elle change, mais elle ne s'arrête pas. Hein. Donc on peut imaginer aussi beaucoup de choses par rapport à ça. Voilà. Moi, je ne peux pas en parler, mais voilà. Et je pense que c'est sans fin, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, et ça c'est très important, ces rituels nous remettent en phase avec notre cycle menstruel. Quand le cycle menstruel s'arrête, on passe à ce moment-là à un autre type de maternité, généralement plus spirituelle. On fait grandir en soi l'enfant intérieur. Hein. Ce n'est plus l'enfant qu'on porte dans son ventre et qu'on accouche matériellement, mais véritablement cet enfant qui est un petit peu le germe divin en soi, qu'on va nourrir et faire grandir, alimenter, nourrir, accoucher, pour véritablement vivre autre chose, c'est-à-dire ouvrir cette dimension spirituelle et rendre sa vie spirituelle, à tel point qu'à un moment donné, on n'a plus besoin de parler de spiritualité, on parle simplement de vivre. Alors, à la fin de ce cercle, ou des cercles que vous avez vécu dans ce festival, vous vous sentez apaisée et reconnaissante. C'est ce qui est sans compter sur la prise de conscience profonde qui va suivre quelque temps après. Vous réalisez que les femmes sont conditionnées dès leur premier segment, dès leur première lune, comme disent les Indiens. Oui, oui. Alors c'est vrai que là, je n'ai pas raconté toute la cérémonie que j'ai vécue parce que ça serait beaucoup trop long et qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas mettre de mots et il y a aussi des choses qui doivent rester secrètes, tout simplement pas pour les cacher ou pour avoir un pouvoir par rapport à ça, c'est parce qu'en fait, à spolier, à raconter quelque chose, ça peut le profaner sans faire exprès et empêcher l'autre de vivre sa propre expérience. Voilà. Donc là, j'ai dit les 2 rituels, on va dire, les plus importants pour moi, mais en effet, il y en avait beaucoup d'autres et il s'est passé beaucoup de choses, même sur un plan plus subtil. Hein, là, je vous parle aussi de mon corps, de mes sensations, de mes émotions, de ma psyché, des idées qui m'ont traversée. Alors, ce qui est très intéressant, c'est vrai que quand je suis sortie de cette cérémonie très longue, j'étais dans de très bonnes énergies, je me sentais bien, je me sentais vraiment reliée à moi-même. J'avais une force qui m'habitait, j'avais une joie qui était là, j'étais très heureuse. Quelques temps plus tard, les nuits qui ont suivi, j'ai énormément rêvé. Et ça s'est, à un moment donné, retrouvé 3 jours ou 4 jours après, concomitant avec une super lune qu'il y avait à ce moment-là, voilà, donc où les énergies on va dire, peuvent vraiment nous toucher. Moi, je suis assez sensible. Et donc, j'ai fait des rêves de nettoyage. C'est-à-dire que tout ce que j'avais revisité depuis ma vie, depuis ma tendre enfance, revenait sous forme de rêve. Et c'était comme une sorte de nettoyage géant. Voilà. Et quand je suis sortie de ces nuits, c'était entre rêve et cauchemar quand même ça, parce que finalement, les nettoyages, vous revivez dans votre rêve l'émotion en fait, hein, même si bien sûr qu'après quand vous vous réveillez, ce n'est pas la même chose, c'est passé. Mais c'est quelque chose qui est engrammé dans votre corps. Et on ne se rend pas compte à quel point ça nous pollue finalement, parce que c'est là, c'est en nous, dans notre psyché. Alors on croit que c'est un petit peu mis de côté, mais finalement notre vie est mue par ça, sans qu'on s'en aperçoive, tant qu'on ne les a pas réglés, bien évidemment. Donc voilà, ça s'est suivi par ce rituel était très fort. Il faut rappeler que les rituels font appel au sens, au corps, au toucher, à l'odeur, au visuel. Hein, ça met tous vos sens comme ça en éveil, ça vous réveille. Donc voilà, moi, le deuxième effet a été ce nettoyage profond, mais qui m'a énormément fait du bien. Autre chose que j'avais compris mentalement bien avant de faire ce rituel, mais là aussi qui passait dans mon corps, et j'en avais une conscience dans mon corps, et je vous assure que ça n'a rien à voir, c'est qu'en fait, j'ai pris la mesure de tout ce conditionnement, comme vous m'avez posé la question, depuis que j'avais mes règles, mais bien avant. C'est-à-dire comment, dans la société moderne, nos rôles sont établis. Alors, on a fait beaucoup de chemin grâce au féminisme, et c'était nécessaire. Mais en route, on a aussi parti de notre dimension spirituelle. Donc, qu'est-ce que j'ai réalisé ? Eh bien, que le rôle des femmes spirituelles était tout à fait amoindri, qu'en effet, on avait remplacé la terre-mère, qui a fait partie de nombreux rituels dans des anciennes religions, pour un Dieu le Père qu'on se mettait à prier, bien évidemment. Donc, il y avait, moi, française, 45 ans, née en France, dans cette culture judéo-chrétienne. Voilà ce qu'on me proposait. Il y avait la Vierge aussi, quand même, hein, Ave Maria. Oui, voilà, mais elle est quand même, elle n'est pas au rang de Dieu. Oui. Alors, on dit que c'est la mère de Dieu, mais enfin, elle est quand même un rang en dessous, parce que déjà, elle est dans la matière. Voilà. Donc, souvent, on dit que c'est un intercesseur. Donc,
elle a une jolie place, mais quand même, elle est très, très conditionnée, très, voilà, même si c'est une figure pour moi très importante et juste magnifique. Hein. Mais il n'y avait pas, on va dire, le dieu à côté, la déesse à côté du dieu, en fait. Ouais. C'est un peu ça que je veux dire. Et après, il y avait un autre conditionnement qui était très fort, c'était celui d'une société moderne, c'est-à-dire que dans cette société, on vous demande d'être compétitive, d'être, comment dire, d'avoir tout le temps de l'énergie, d'être performante. Enfin, vous voyez, on est dans une société avec ces valeurs-là. Donc, d'un côté, des valeurs du patriarcat, plus de l'autre côté, ces valeurs de la modernité, les femmes ne s'y retrouvent plus, ou alors elles s'y retrouvent un temps, mais elles peuvent y arriver si elles se coupent d'elles-mêmes, et généralement de leur pouvoir créateur, voilà, à travers ce dont je parlais, c'est-à-dire ce cycle des règles, qui lui fait goûter des différentes énergies au fur et à mesure donc chaque mois, tout simplement, mais même au-delà, hein, c'est ce que je disais après. Et on se coupe donc finalement de notre nature, qui est un cadeau, un véritable cadeau, qui est en lien avec la lune, qui est en lien avec les étoiles, qui fait qu'on fait partie d'un tout, et dont finalement, qui nous coupe de la nature, hein, et on voit d'ailleurs le résultat. Quand on est coupé de la nature, et bien après, on peut en faire, on a tous les droits sur elle et on en fait ce qu'on veut. Oui, puis alors vous dites en ce sens, le mouvement des féministes a eu du bon, c'est clair, il a quand même permis à la femme de s'émanciper un peu, mais se soulever pour exprimer sa liberté, partir à la conquête de l'égalité des droits, l'accès à l'éducation, le droit de vote, la contraception, tout ça, désobéir et s'attacher, et s'arracher, aux limites qui leur ont été imposées, a été plus que nécessaire pour les femmes. L'erreur des féministes est néanmoins d'avoir perdu en route ce qu'elles avaient de plus spirituel en elles, de rester bloquées dans cette révolte et de nier leur spécificité féminine au nom d'une égalité et d'une liberté matérielle. C'est vrai, moi, j'ai jamais vraiment adhéré à ces mouvements-là, je me sentais pas à ma place. Il y avait quelque chose qui me semblait bizarre. Il y a un côté masculin dans le féminisme qui fait qu'on a l'impression qu'elles veulent prendre la place, mais surtout pas qu'elles prennent la leur. Alors oui, c'est quand même important de dire que heureusement ce mouvement a eu lieu, parce que moi dans ma génération et même la vôtre, c'est difficile de se dire ah bah non, elles ont rien compris. Elles ont permis des avancées, mais comme je le dis dans le livre, de manière horizontale. Hein. Le droit de vote, le droit à l'avortement, la pilule, donc de gagner du terrain pour une certaine liberté. L'erreur finalement, c'est en chemin d'avoir perdu cette dimension spirituelle et d'avoir perdu un peu son lien à son essence propre. Alors, il y a des grands débats sur un féminisme essentialiste et un féminisme plus politique, hein, qui nie cette essentialité, qui dit que les hommes et les femmes n'ont pas d'essence propre. C'est la même chose, bon, sauf que nous, la nature nous a donné un sexe et à l'homme un autre. Bon, bah voilà, la différence serait là et point. Voilà. Bon, moi, je pense que ça va un petit peu plus loin. Je pense que le génie humain, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout et utiliser cette nature dans tout ce qu'elle a à nous offrir. Voilà. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, en route, on perd non seulement cette dimension féminine et spirituelle, mais en plus, on se construit pour être l'égal des hommes. Alors oui, bien sûr, l'égal des hommes, on l'a dit sur tous ces plans horizontaux, mais ce qui est dommage, c'est qu'on s'est aussi construit en contre. On a voulu être, quand je parlais de compétitivité, on est malheureusement rentré en rivalité aussi avec eux. Moi, ce que je propose, je ne suis pas contre le féminisme, je suis contre rien, je suis pour tout, mais à partir du moment où il y a une bonne intelligence de fonctionnement et d'entente les uns avec les autres, tout ce travail que j'ai pu faire, l'idée, c'est de nous amener à une transformation personnelle. Et à travers cette transformation personnelle, éventuellement de commencer à pouvoir faire bouger un petit peu les choses à l'extérieur. Parce que si vous ne transformez pas l'intérieur, vous ne pouvez rien changer à l'extérieur. Je parle de tout ça, il s'agit bien de le faire à son propre niveau. Et l'idée de ce nouveau monde à venir, c'est pas de le faire qu'avec des femmes. Même s'il y a de très belles communautés, même si la sororité est vraiment magnifique, il y a des choses qui se développent qui sont très belles. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de faire évoluer, de transformer ce monde main dans la main avec les hommes. Voilà. De ne pas être en contre, mais aussi de pouvoir leur offrir ce que la femme a de meilleur à donner. Et après cette offrande, recevoir ce que l'homme a aussi envie de lui offrir de meilleur en lui. On va l'écouter, Michael Harner. Un tout petit peu. Deuxième partie de C'est au-delà du miroir avec Audrey Fela, F-E-2-L-A, femme au pluriel, chamane au pluriel, aussi aux éditions Mama Édition. On se demande pourquoi il y a un intérêt pour le chamanisme et le néo-chamanisme
À votre avis, pourquoi il y a cet intérêt en ce moment? Est-ce que c'est du fait qu'on est en train de vivre quelque chose de spécial ou... Je pense que la société est en crise. Enfin bon, là, tous les arguments sont vraiment présents en ce moment pour que beaucoup de gens le pensent aussi comme moi. Dans cette confusion, dans cette crise qui nous redemande de redéfinir nos valeurs, de savoir ce que nous souhaitons vivre, ce que nous souhaitons de construire ensemble, il y a des personnes qui s'interrogent beaucoup sur les voies spirituelles et le religieux. Alors souvent, quand on revient vers ça, c'est qu'on est en quête de sens. On a besoin de faire des choses qui ont du sens. Moi, je pense que les gens qui reviennent vers le chamanisme sont déjà des personnes en quête de sens. Vous avez aussi des personnes qui viennent juste pour un aspect politique, prendre soin de la terre, faire attention à ses ressources, éviter le réchauffement climatique, mieux considérer les peuples premiers qui habitent ces forêts qui sont en train de brûler, etc. Donc il y a vraiment une volonté d'harmonie, un besoin plutôt d'harmonie, d'équilibre, de retrouver des valeurs, du sens, de retrouver le sens de l'altérité, etc. À côté de ça, vous avez ceux qui cherchent donc le sens, qui ont besoin de réenchanter un petit peu leur vie et de réenchanter le monde, parce que là, il y a vraiment, c'est très désenchanté, de retrouver des espaces sacrés dans lesquels ils peuvent se relier à eux pour véritablement vivre avec un V majuscule. Moi, je dis toujours que la spiritualité, bon, c'est un mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais la spiritualité, ça veut rien dire. Ça veut simplement dire de vivre avec un V majuscule, c'est-à-dire on s'incarne, de savoir pourquoi on est là, de donner le meilleur de soi et essayer vraiment au passage d'être très heureux, le plus heureux possible. Hein, voilà. Donc, je pense que les gens reviennent vers ça. Bien évidemment, dans le chamanisme, il y a tout ce retour à la nature. Hein, une nature qu'on a véritablement désacralisée, qu'on a pillée, qu'on malmène, qu'on continue de malmener. Les exemples sont très, très nombreux. Heureusement, les actions pour aller à l'encontre le sont aussi. On oublie de le rappeler, il y a des gens qui œuvrent énormément. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Voilà. Donc, il y a aussi ce désir de se relier, de percer le bitume là, pour se relier à ces énergies, à la nature qui finalement fait partie de nous. On est la nature. C'est pas la nature d'un côté et nous de l'autre. On est la nature. Donc, ce qu'on lui fait, on se le fait à soi-même. Voilà. Donc, le respect de la nature, c'est aussi probablement la recherche du respect de soi-même. Voilà. Donc, le respect de soi-même, l'amour de soi-même. Et comme je disais tout à l'heure, quand on revient à soi-même dans ce respect, cet équilibre, cette harmonie pour soi-même, à ce moment-là, on est en mesure de l'offrir à l'autre et de le donner à l'extérieur. Voilà. Donc, ce chamanisme est présent sur 5 continents. Si les cosmologies, les pratiques et les rituels diffèrent d'un peuple à l'autre, on retrouve des similitudes. Hein, c'est dans votre livre. D'abord, ce sont des guérisseurs avant tout. Ils voyagent dans le monde invisible et parlent avec les esprits de la nature, les défunts. Ils sont capables de prédire l'avenir, d'accompagner les rites de passage. Et il y a des chamans noirs, des chamans blancs. Et on vous l'appelait à un moment ce maître du désordre. Pourquoi sont-ils des maîtres du désordre ? Oui, j'aime beaucoup cette expression parce que c'est vrai, comme vous l'avez bien dit, en général, les chamans sont appelés dans leur communauté pour guérir, pour rétablir l'équilibre, l'harmonie. Ça veut dire trouver des solutions à des problèmes, régler des problèmes entre les gens, guérir une maladie, aider une femme à avoir un enfant, etc., etc. Moi, j'aime bien cette idée de maître du désordre parce que, si vous voulez, cette quête d'harmonie qui nous habite est très belle, mais est-ce qu'elle est possible ? Est-ce que l'idée, c'est pas plutôt de trouver une position ou un nouveau regard intérieur sur cette disharmonie ? Parce que finalement, si vous regardez à l'extérieur, la vie est harmonieuse, disharmonieuse, enfin bon, elle est toujours mouvante. On peut le voir à l'échelle de sa vie individuelle, comme on peut le voir sur un plan collectif. Vous avez des belles choses, vous avez des choses moins bonnes, et il y a une évolution comme ça, et c'est pas constant. Et heureusement, il y a quelque chose qui évolue, parfois même c'est rassurant. Donc peut-être que l'harmonie, c'est un regard que vous trouvez à l'intérieur de vous, quand vous vous ouvrez à cette perspective d'intériorité, de ce que vous pouvez y trouver. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à transformer votre regard, à regarder les choses différemment. Donc, en fait, peut-être que les maîtres du désordre, pour moi, c'est ceux qui vont maintenir peut-être un équilibre pour que les forces
on va dire, de destruction ne se déchaînent pas. Mais il ne faut pas oublier qu'elles ont aussi leur utilité dans la création. La création n'est pas que harmonie. C'est un jeu de force continu qui se frotte et qui crée le vivant, en fait. Voilà. La dualité est dans toute notre vie, si ce n'est à travers le jour et la nuit. On ne sait pas le bien et le mal, hein, c'est bien le jour et la nuit. Enfin, on a des modes comme ça. Dès qu'on est dans la matière, dès qu'on est incarné, on est dans la dualité, dans cette dualité. Elle a son sens. Voilà. Peut-être que notre incarnation ou si on le ressent comme ça à l'intérieur de soi, cheminer spirituellement, c'est déjà cheminer vers ce nouveau regard, cette unité, et commencer à voir la beauté là où elle n'est pas forcément. Et en même temps, en la voyant, vous la créez, vous la faites advenir. Voilà. Donc c'est une sorte d'équilibre à trouver, une unité à trouver, et qui réconcilie en fait tout ce qu'on peut imaginer au départ d'opposé. Alors, pensez-vous que le chaman est un guérisseur blessé, comme le dit l'anthroposophe et enseignante bouddhiste Joan Halifax? Est-ce que vous pensez que tous les chamans sont des guérisseurs blessés? Est-ce que tous les chamans sont des guérisseurs blessés? Je ne sais pas. Je pense que beaucoup de chamans sont des guérisseurs blessés parce que je pense qu'on ne peut pas guérir, on ne peut pas amener l'autre à guérir si on ne sait pas, si soi-même on n'a pas fait le chemin, en fait. Voilà. C'est très important de dire, parce que souvent il y a une confusion, parce qu'aujourd'hui on va beaucoup voir des guérisseuses, des guérisseurs, on va régler nos problèmes. Le guérisseur ou la guérisseuse ne règle pas nos problèmes. Il nous recontacte avec nos forces intérieures pour que nous puissions régler notre problème. Donc c'est une sorte d'intercesseur, mais le guérisseur, c'est vous. C'est moi, c'est ceux qui nous écoutent. C'est une instance à l'intérieur d'eux, bien évidemment. Ce n'est pas le mental ou l'ego qui est, comment dire, agrippé à la problématique, mais c'est vraiment véritablement quelque chose qui va pouvoir lâcher, quelque chose qui va pouvoir regarder, quelque chose qui va pouvoir accepter, quelque chose qui va pouvoir pardonner. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à guérir. Donc je pense que les personnes qui vous aident à faire ce chemin, parce que c'est un long chemin, doivent connaître la carte pour après vous faire arpenter le territoire. Mais vous ne l'arpentez que jamais que tout seul. Oui, il faut qu'ils sachent de quoi ils parlent. Les femmes chamanes donc, sont les descendantes de la grande déesse. Vous parlez de la puissance du cycle féminin. Ça, c'était le titre d'un livre de Miranda Gray, créatrice de la Womb Blessing, méditation autour de la libération de l'utérus. Donc, dans votre livre, vous parlez aussi d'autres personnes que celle qu'on abordera un tout petit peu plus tard. Oui. Donc cette femme-là, vous ne l'avez pas rencontrée? Si, Miranda Gray, je suis allée à une conférence d'elle pour la sortie d'un livre, donc c'était en 2019. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a créé ce qu'on appelle les Womb Blessings. Ce sont les bénédictions de l'utérus. Une bénédiction de l'utérus, c'est un rituel, c'est un soin que vous recevez par une femme qui l'administre, qui s'appellent les Moon Mothers. Les Moon Mothers sont formés pour vous donner ce soin qui, on va dire, rééquilibre vos énergies intérieures. Voilà, pour que cette harmonie puisse advenir en vous et qu'elle puisse se diffuser après dans votre vie, en fait. Donc c'est un soin qu'on reçoit. En général, Miranda Gray a un site sur lequel on peut se réunir lors de grandes bénédictions de l'utérus au moment de certaines pleines lunes. Voilà. Et donc, vous pouvez vous inscrire, y participer, rejoindre des groupes de femmes qui les administrent, voilà, juste le temps d'une soirée. Donc ça, il suffit d'aller voir simplement son site pour y participer et s'inscrire. Donc on rappelle son nom, Miranda Gray. Elle a un prénom de fée. Hein. Oui. Alors, ce sont les femmes qui dirigeront cet ultime temps de transformation, nous dit Maria Alice Campos Frère, qui siège au Conseil des 13 grandes mères indigènes. C'est d'elle dont vous parliez tout à l'heure, les 13 grandes mères. Les 13 grandes mères. J'en ai pas encore Conseil des 13 grandes mères indigènes. Oui, on n'en a pas encore parlé. Non, vous parliez tout à l'heure d'une grand-mère, mais c'était pas celle-là. Alors, oui, en effet, j'ai parlé des grands-mères qui pouvaient être personnelles. D'accord. Là, il s'agit du Conseil des 13 grands-mères. En fait, les grands-mères, ce sont des anciennes, c'est-à-dire des chefs de communauté
donc de peuples premiers, voilà, indigènes de différents continents qui se sont réunis, donc elles sont 13, pour véritablement annoncer, prophétiser le retour du féminin sacré et qui va permettre aux personnes qui cheminent sur cette voie-là de se transformer intérieurement pour pouvoir transformer le monde à l'extérieur et revenir à des valeurs de compassion, de paix, d'équilibre, etc. Voilà. Donc c'est un groupe qui s'est formé, qui s'est réuni déjà quelques fois et qui annonce et essaie de réunir un petit peu d'autres femmes autour pour véritablement que ces femmes, ces sœurs entre elles, puissent organiser un mouvement de changement, en fait, de changement réel et effectif. Alors, la plupart des chamans ne le sont pas devenus parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement. On passe un tout petit moment avec Agnès Rapski, dite Sangha. Elle dit avoir accepté de mourir. Et dans le livre, j'ai trouvé ça formidable. Et que par sa seule présence maintenant, parce qu'elle fait plus de soins, par sa seule présence maintenant, les gens sont, on peut dire, guéris. Oui, oui. Alors oui... c'est vrai c'est important de dire qu'on n'est pas chaman parce qu'on l'a décidé soi-même et qu'on le veut. Il faut bien différencier deux choses. Vous avez des femmes et des hommes qui utilisent et qui pratiquent le chamanisme pour faire un chemin ou un travail sur eux-mêmes, pour un chemin de connaissance de soi, régler un problème, aller vers une guérison. Donc ça, j'en fais partie. J'ai fait ça pour l'enquête de ce livre, qui est devenu une enquête de soi, pour le coup. Et à côté de ça, vous avez les chamans qui ne choisissent pas de devenir chaman. Ça leur tombe généralement dessus. C'est une sorte de vocation des esprits. Vous êtes choisis. On peut pas vraiment refuser parce que on dit dans beaucoup de traditions que si on refuse, on commence à trouver plein d'épreuves sur notre chemin. Enfin, quand bien même vous êtes d'accord pour être chaman, vous rencontrez aussi plein d'épreuves parce que c'est véritablement cette initiation, comme je disais tout à l'heure, en vivant ces initiations, c'est comme ça qu'après vous pourrez initier les autres et aussi les aider. Donc voilà, il faut bien dissocier ces deux-là. Et ces femmes-là et ces hommes-là, bien évidemment, ne deviennent pas chamans en un week-end. C'est l'initiation quasiment sur une vie, en fait. Voilà. Donc, il faut bien dissocier les deux pour pas se tromper. Et l'autre question, c'était... Vous me posez une colle, là. Vous me posez une colle. Je suis revenue là-dessus pour... Je vous avais dit qu'il y avait deux questions. Non, c'était tout à l'heure. Non, c'est parce que je remontais au début de votre question pour... Voilà. Mais entre-temps, c'est pas grave. Bon, on va passer à un mot de séjournant dont on va parler, mais vous avez parlé dans le passage qui est attribué à Maud Séjournant dans votre livre, et vous parlez de Constance de Polignac qui dit que le vrai féminin est apaisé et que la femme est appelée à tisser le rêve du monde de demain et l'homme à manifester son rêve. C'était dans Ma vie en révolution, on a failli faire une émission, puis elle est partie à ce moment-là, donc on a raté, j'ai raté le coche. Maud Séjournant dit qu'il faut traquer le mental et l'ego, c'est très important. Oui. Alors, c'est vrai que c'est très intéressant. Oui, il faut traquer en effet l'ego et le mental, c'est-à-dire que le féminin, en tout cas ces voies-là, et c'est pour ça aussi que je me suis intéressée au chamanisme chez des femmes, c'est parce que je souhaitais aller vers une spiritualité qui enfin fasse la place plus au corps qu'au mental, plus à l'intuition que la raison, et qui aussi nous invite à sentir avant de penser. En fait, voilà. Donc là, il s'agit en effet à un moment donné pour aller vers ces voies-là et commencer à communiquer, à entrer en contact avec le monde invisible et les esprits. C'est important de revenir dans son corps et d'écouter ses sensations, d'écouter ses émotions, ses sentiments. On a bien évidemment des pensées qui nous viennent à ce moment-là. Mais l'idée, c'est que ce ne soit pas lui qui gouverne. Il ne s'agit pas non plus que le corps prenne le dessus. Il faut que tout soit harmonisé. C'est vraiment une danse moi je dis toujours, c'est une danse entre le corps, l'âme et l'esprit. Ce n'est pas l'esprit qui prend la place le corps qui prend la place de l'esprit ou inversement. Donc oui, il faut lâcher le mental, il faut lâcher l'ego. L'ego, c'est nécessaire. L'ego, il ne s'agit pas de l'écraser, l'ego, ou de le faire disparaître, ça n'existe pas. Parce que l'ego, c'est ce qui nous permet de survivre. Donc il est là, mais ce n'est pas à lui de commander. Il faut juste qu'il soit à sa juste place.
comme le mental, en fait. Voilà. À ce moment-là, vous pouvez commencer à entrer sur ces voies. Et pour faire le lien avec la très belle citation de Constance de Polignac, je vais vous parler d'une pratique Cherokee qui va permettre de comprendre ce que ça signifie vraiment. Il y a une pratique Cherokee qui s'appelle le Tiowe et qui est fait pour les femmes et qui est une pratique dans laquelle vous vous reliez à votre utérus pour rentrer en contact avec, on va dire, ce que les Cherokees appellent l'Orenda. L'Orenda, c'est à l'intérieur de vous, c'est, on va dire, la présence divine. Eux, ils appellent ça la flamme divine. En tout cas, c'est notre part immatérielle, divine, sacrée, la présence intérieure, le soi, le moi supérieur. Enfin, il y a beaucoup d'expressions dans différentes traditions qui veulent dire un petit peu ça. Donc, les Cherokees appellent l'utérus la loge du rêve, où naît la lumière, la loge du rêve. La loge du rêve où naît la lumière, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'utérus, il y a les graines du monde futur. Quand vous êtes connecté à cet endroit, que vous arrivez à faire silence, vous pouvez connecter avec ces nouvelles graines. Vous n'êtes plus obligé, parce que quand on rentre dans le silence, tout le monde l'a vu en méditation, la première chose qui arrive, ce sont des pensées, en fait. C'est vos pensées qui sont là en permanence, qui défilent, votre histoire passée qui est constamment là et vos peurs du futur qu'on projette, en fait. Et donc, si vous agissez dans le monde à partir de ce mental, vous ne pouvez pas créer du nouveau. Vous créez de l'ancien puisque c'est branché sur l'ancien, puisque le mental est branché sur l'ancien et un futur qui n'existe pas et un passé qui n'existe plus. Pour véritablement créer du nouveau, il faut se relier, c'est important de se relier à cet utérus, rentrer en silence et faire pousser ces nouvelles graines. Alors, ce qu'il faut dire, qui est très important, c'est que l'utérus, c'est aussi c'est lui qui contient les mémoires individuelles et collectives des femmes, des lignées de femmes. Donc, il faut d'abord le nettoyer, le guérir, et après le resacraliser, pour pouvoir se donner accès à ces graines du monde nouveau. Et on dit que les femmes, chez les Cherokees, sont là pour, dans leurs rêves, qui viendraient de l'utérus, mettre au monde les visions et les rêves du monde de demain. Et que les hommes doivent les aider, les accompagner pour faire grandir et pousser ces graines dans le vivant. En fait. Donc vous voyez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il ne s'agit pas de se construire en contre de l'homme pour lui montrer qu'on est plus forte ou performante et qu'on sait faire aussi bien que lui, mais véritablement de se donner la main, d'œuvrer ensemble. Chacun avec ses dons, ses qualités, que vous soyez une femme plus masculine ou un homme plus féminin, peu importe, selon ses propres qualités, selon son essence, pour œuvrer communément en fait. Alors le mot médecine dans leur tradition veut dire qu'ils donnent du pouvoir. Donc c'est sûr que les chamans ont du pouvoir puisque ce sont des médecines man. Oui, alors Maud, elle précise bien que quand on parle de pouvoir dans le chamanisme, on parle bien de capacité à et non pas de pouvoir sur, parce que c'est pas une notion en Occident qui peut être bien comprise. Et oui, les chamans ont un pouvoir. Et elle dit qu'il n'est pas nécessairement nécessaire de devenir guérisseur, même si on pratique, si on va dans des endroits où on apprend le chamanisme, on n'est pas obligé de devenir guérisseur. Pour autant, dans ce chapitre, il y a aussi cette super phrase « L'homme regarde la femme et la femme regarde Dieu ». C'est une phrase qu'on dit en Inde, je pense. On parle de Claire Barré. Claire Barré, oui. Tu es née sauvage et ne te laisse pas dompter. Bon, on a oublié de parler de la femme sauvage, parce que la femme chamane est une femme sauvage quand même. On peut en parler maintenant, oui. La femme sauvage, c'est un concept de Clarissa Pinkola Esté, qui a parlé de cette femme sauvage. Alors, qu'est-ce que c'est la femme sauvage ? Eh bien, c'est la femme, en toutes les femmes, qui est indomptée, qui n'est pas celle qu'on n'a pas pu museler, c'est-à-dire c'est une force intérieure qui ne rentre pas dans les cadres patriarcaux, c'est celle qui est encore reliée à sa puissance de création, à son pouvoir de transformation. L'expérience dont j'ai parlé tout à l'heure chez les Cherokees, c'est une expérience qu'on peut faire, on n'est pas obligé de passer par cette tradition pour la faire, on peut la faire en soi et la vivre. En fait, c'est une expérience de transformation intérieure. Et comme je l'ai dit, et c'est très important de le répéter, et c'est pour ça que je vais le redire, c'est que voilà, si vous avez transformé à l'intérieur, vous pouvez commencer à transformer à l'extérieur. Donc Claire Barré, tu es née sauvage et ne te laisse pas dompter.
il y a un chef Sioux qui apparaît dans sa cuisine et ça dure quand même 4 jours, cette vision. C'est quand même pas mal. La phrase d'avant, là, tu es né sauvage, c'était Isadora Duncan. Mais donc, ça a commencé comme ça, avec un chef Sioux qui apparaît dans sa cuisine. Ça doit quand même surprendre, surtout qu'il est resté 4 jours. Oui, Claire Barré a fait l'expérience d'une vision d'un chef Lakota, de Sitting Bull, qui est apparu quand elle était dans sa cuisine en train de déjeuner avec sa famille. Elle n'était pas du tout, elle n'aspirait pas au chamanisme. Elle raconte elle-même qu'elle savait à peine ce que ce mot recouvrait. Elle avait une petite idée, mais elle n'avait pas exploré plus que ça. Et suite à cette expérience qui a été quand même assez bouleversante, parce que au départ, elle s'est demandé ce que c'était, elle ne comprenait pas qui était cet homme. En faisant des recherches, elle a compris que c'était Sitting Bull, mais c'est vrai qu'elle s'est demandé si c'était normal. Voilà. Petit à petit, bien sûr, elle a compris qu'il y avait un appel. Bon, c'était un appel très silencieux puisque la vision ne parlait pas, mais elle a compris qu'elle était elle-même appelée à devenir chamane grâce à une chamane sibérienne qu'elle a rencontrée à Paris et qui le lui a confirmé après un rituel. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple type, Claire Barré, de la personne qui s'intéresse... qui est spirituelle, mais pas plus que ça, qui ne chemine pas dans ces voies-là et qui va être appelée véritablement de répondre à cet appel. Voilà, elle va choisir de dire oui librement, elle ne va pas se sentir forcée et elle va commencer à cheminer. Et elle est encore en initiation et elle donne aussi des soins à Paris. Oui, alors quand vous l'avez rencontrée, vous ne saviez pas à quoi vous attendre, vous pensiez que c'était elle qui voyagerait dans les mondes invisibles pour vous rapporter des informations sur cette apparition. Or, c'est vous qui avez voyagé et vous lui posez une question. C'est vous qui avez voyagé, c'est pas elle, c'est génial. Et vous lui avez posé une question, parce que vous posez des questions aussi à toutes ces personnes que vous rencontrez. Avez-tu l'impression d'avoir une dette envers les natives américaines à cause du génocide perpétré par eux, par les colons européens? Vous aurez la réponse en lisant le livre. On va faire la deuxième pause musicale, puisqu'après on a encore quelques chamans à entendre. Nous terminons cette émission, c'est la troisième partie de cet Au-delà du miroir avec Audrey Fella, femme chamane aux éditions Mama Éditions. Quelques mots sur Lorenza Garcia, que vous avez rencontrée en 2017 à l'entrepôt. Attendez, j'oublie, allez-y. Lorenza Garcia, elle a rencontré une communauté Navarro. Elle a elle-même été initiée au chant et au rituel de cette communauté, voilà, à tel point qu'elle est autorisée aujourd'hui par eux à utiliser certains symboles et certains chants en dehors du territoire, parce que normalement, ce sont des choses qui ne doivent pas quitter le territoire navarro, donc aux États-Unis. Voilà. Et aujourd'hui, ça lui permet d'avoir mis au point des ateliers de chant et de peinture de sable auxquels j'ai participé, en fait. Myriam Beaugendre, qui était atteinte d'une arythmie cardiaque à 33 ans, qui a fait une expérimentation de la diète de rose et de la hutte de sudation. La hutte de sudation, on voit ce que c'est, mais la diète de rose. Oui. Alors, Myriam, c'est une psychothérapeute qui a découvert le chamanisme amazonien, qui est initiée dans cette tradition suite à une arythmie du cœur qu'elle a essayé de soigner en France, mais sans succès, et puis après par des médecines parallèles qui n'ont rien donné non plus. Elle était condamnée à prendre un traitement quasiment à vie pour régler ce problème quand elle a décidé d'essayer quelque chose d'autre, dont le chamanisme amazonien et la diète d'ayahuasca. Alors, après tout cet enseignement qu'elle a reçu, là-bas, sur place, elle est revenue en France, où elle vit actuellement, et elle propose toujours des diètes et des rituels Lakota, puisqu'elle a également connu cette tradition-là en France. Alors bien évidemment, en France, l'ayahuasca est interdit, donc elle a proposé une diète de rose, diète de tabac et d'autres choses qu'on peut trouver sur son site. J'ai essayé la diète de rose. Moi, j'étais pas... C'est à base de pétales de rose, non? Oui, c'est à base de pétales de rose. On travaille avec une décoction de rose qui reste dans l'eau comme ça plusieurs heures. Et ensuite aussi avec l'huile essentielle de rose. On suit un régime très particulier, sans sel, sans sucre, sans matière grasse, sans viande, bien évidemment. Combien de temps? Alors ça dure 6 jours.
6 jours qui... Alors, ça peut paraître pas beaucoup. Moi, je me suis dit, 6 jours, c'est pas grand-chose. Mais en fait, au bout du 2e, 3e jour, votre corps, toutes vos fonctions émonctoires corporelles commencent à se mettre en branle, si je puis dire, et à nettoyer très fortement votre corps. Donc, ça fait ressortir des douleurs anciennes. En général, ça nettoie, hein, ça purifie clairement, ce qui n'est pas toujours agréable selon ce que vous avez à nettoyer. Et c'est suivi d'un nettoyage, parce que le corps est accompagné du psychique et le psychique de l'énergétique. Hein. Donc, vous nettoyez à tous les niveaux. Moi, je rêvais ou je cauchemardais, mon corps me faisait mal, etc. J'ai très peu dormi. Enfin, tout ça pour dire que voilà, cet inconfort vous emmène à toucher un petit peu vos limites. Et c'est au moment où on touche ces limites que quelque chose d'autre peut commencer à agir en vous. Hein. Je parlais tout à l'heure de cette énergie, de cette expérience du féminin. Je disais que les Cherokees parlaient qu'on allait rencontrer Lorenda à l'intérieur de soi, hein, donc cette présence intérieure, cette part divine. Ben là, c'est un petit peu ce qui se passe. Quand vous êtes à votre limite, dans des conditions qui sont quand même assez confortables, hein, on passe notre temps dans notre chambre, dans la nature, donc c'est quand même un cadre idéal. Mais il y a quand même ce nettoyage qui se fait. À ce moment-là, c'est plus votre mental qui va commander. Il y a quelque chose d'autre qui peut advenir. Alors, c'est pas obligatoire. Hein. Chacun peut le vivre à sa façon. Moi, en tout cas, c'est ce que je raconte et c'est ce que j'ai vécu. Voilà. À un moment donné, je sentais comme mon être intérieur qui prenait les commandes et qui se mettait à vivre sa vie sans que mon mental essaie de le diriger, etc. Voilà. Ça m'a permis de lâcher, on va dire, ces barrières que nos croyances limitantes nous mettent en permanence, en fait. Voilà. Et la rose, pendant cette diète, vous instille son enseignement. Donc, c'est une fleur qui travaille sur le cœur, sur la guérison des blessures du cœur, donc à travers acceptation et pardon. Donc ça, c'était pour Myriam Beaugendre. À retrouver sûrement à un site. Une qui n'avait pas de site, qui n'a toujours pas de site, je pense, c'est Brigitte Pietrzac, qu'on a accueillie sur cette émission il y a quelques temps, qui, elle, dès l'enfance, manifeste son don de vision et vit des pertes de connaissances qu'elle analysera plus tard comme la maladie chamanique. Elle a peut-être pas de site, mais elle a une page Facebook. Qu'est-ce que le chamanisme ? Vous pouvez aller la rejoindre sur cette page-là. Alors, elle dit qu'à la différence du sorcier, que je retrouve ma page, à la différence du sorcier, elle vous a expliqué, le chaman ne travaille pas avec des injonctions péremptoires, chargées d'intentions égoïstes, mais va toujours dans le sens de ce qu'il pressent être la mission de l'âme de la personne qui le consulte. Oui. Et vous avez été la voir, elle vous a donné à la fin du rituel un radak. Oui, c'est un foulard. C'est un foulard. Elle m'a donné un foulard bleu en me disant que dans le chamanisme mongol, on appelait ça un radak et que c'était quelque chose que je pouvais mettre chez moi de manière visible pour me rappeler ce que j'avais vécu. En fait, c'est une sorte d'objet qui fait le lien entre elle et moi, puisque, comme l'explique très bien Brigitte quand vous la consultez, quand vous allez la voir, c'est qu'une fois qu'on a rencontré Brigitte et qu'on est rentré sous sa protection, qu'on a eu l'occasion de recevoir un soin ou de vivre une cérémonie avec elle, eh bien, vous êtes liés pour la vie. Elle vous continue à vous protéger d'une certaine façon. À rencontrer sur sa page Facebook, qu'est-ce que le chamanisme ? On passe à Sandra Ingerman. Oui. Qui est la dernière dans votre livre, mais pas tout à fait, parce qu'il y en a encore une après. Quelques mots sur Sandra Ingerman. Alors, Sandra Ingerman, c'est une psychothérapeute qui, elle, a travaillé pendant plusieurs années avec Michael Harner et qui est devenue, alors qui aujourd'hui ne fait plus partie de l'école qu'il a fondée, la Fondation pour les études chamaniques, hein, elle est indépendante. Et elle a véritablement créé sa propre voie en utilisant quand même ses méthodes et en poussant le chamanisme à devenir finalement une manière de vivre. Donc elle propose dans ses livres de nombreux rituels et de nombreuses cérémonies que l'on peut faire soi-même pour cheminer par soi-même, hein, parce que finalement c'est toujours de soi que ça doit partir. Hein. Donc là encore, il ne s'agit pas de devenir chaman, mais véritablement d'utiliser ces pratiques pour nous aider dans notre vie. Alors Sandra, elle considère que nous sommes lumière. Et que derrière notre identité, notre personnalité, brille véritablement cet aspect divin qu'on a étouffé. Et que le but, c'est véritablement de lui permettre de rayonner, voilà, d'y revenir et de rayonner pour
pour le mieux dans la Terre. Elle a poussé cette idée jusqu'au fait que quand vous pouvez rayonner cette lumière, vous pouvez commencer à vous guérir, vous pouvez commencer à guérir un autre et vous pouvez commencer à guérir la nature. Donc elle a mis au point ce qu'elle appelle la médecine de la Terre, qui sont des pratiques pour véritablement rentrer dans sa lumière et sans être dans la volonté de guérir, rayonner sa lumière pour que cette lumière tout simplement dépollue, aille jusqu'à dépolluer la Terre. Là, on parle bien matériellement, on ne parle pas que d'énergie. Alors, il y a des pollutions énergétiques, mais il y a aussi des pollutions matérielles, en fait. Voilà. Donc, elle travaille pour harmoniser tout ça et nettoyer la Terre, la nature. Il y a quand même un homme dans votre livre, il s'appelle Laurent Anguelite. Vous êtes toutes et tous, autant que vous êtes des mères, MERES. Je trouvais ça bien, c'est en conclusion. Et vous dites aussi qu'il y a eu... faut que je me dépêche en plus. Donc, vous avez quand même rencontré une chamane en conclusion. Lydia. Lydia, ouais. Oui. Lydia, Lydia n'a pas de chapitre dans le livre, mais j'ai tenu à ce qu'elle y soit parce qu'elle m'a offert un soin assez particulier. Lydia, pour faire rapidement, elle est initiée dans le chamanisme amazonien et elle a même établi des protocoles, des cérémonies. Enfin, elle a reçu dans ces cérémonies beaucoup d'informations, des enseignements on va dire, de maîtres qui ne sont pas toujours vivants, mais qui sont dans l'autre monde. Et elle a même mis au point Siba. Siba, c'est une sorte de méthode langage qu'elle utilise à travers des rituels qui lui sont propres et qui permettent véritablement de changer l'information quasiment de votre ADN, en fait. Notre ADN reçoit toute notre histoire, toutes les informations et qui s'infiltrent, qui s'imprègnent dans notre propre corps, psyché, mental, âme, et crée notre destin, notre histoire, dans laquelle parfois on est prise un petit peu au piège. Eh bien, elle vient déjouer ce piège en intégrant une nouvelle information, et ça, c'est elle qui en a le secret, pour redéjouer ces vies karmiques, et aussi l'histoire qui nous englue dans cette propre incarnation, pour vous permettre de créer autre chose qui soit bien évidemment plus en harmonie avec ce que vous souhaitez et qui vous rende plus joyeux aussi. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas mis les sites, les numéros de téléphone et tout, ça nous de chercher. Oui. Je crois que c'est vraiment un travail à faire et c'est bien de laisser les gens chercher un peu parmi toutes ces femmes, celles qui pourraient leur correspondre. Alors, elles ont toutes des sites ou alors elles ont tout écrit. La seule qui n'a pas écrit, c'est Brigitte Tetzancre, mais elle dit très bien que quand on veut la trouver, on peut la trouver. Et si elle vous intéresse, elle a aussi un compte Facebook. Donc, c'est facile aussi de la rejoindre et de voir ce qu'elle fait en ce moment. Un compte Facebook et qu'est-ce que le chamanisme sur une page Facebook où je pense qu'il y a beaucoup de chamans qui se retrouvent. C'est ça. Je vous remercie beaucoup, Audrey Fella, femme chamane, rencontres initiatiques aux éditions Mama Éditions. J'adore la couverture où quand on déplie, on vous voit en entier. Et si on laisse la couverture pliée, vous avez la moitié de votre tête à vous et la moitié du loup de l'autre côté. Un mot pour terminer l'émission. Merci beaucoup, Joël, pour votre invitation. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Voilà, je leur envoie beaucoup d'amour et de bienveillance pour ces temps un petit peu difficiles. Peut-être que vous pouvez, à travers les voies du chamanisme et ces femmes, aider, trouver des gens qui peuvent vous accompagner dans ces périodes difficiles, vous aider à retrouver une voie si vous l'avez perdue ou à vous donner un soin pour vous redonner de l'énergie. En tout cas, je vous souhaite tous une très belle continuation. Oui, puis à la fin, je pense que quand même les femmes ont un gros rôle important dans la période où on est en ce moment. Oui, en effet, je pense qu'elles ont beaucoup à offrir. Elles ont besoin de recevoir aussi parce qu'elles ont beaucoup donné également. Et que ce n'est jamais dans un sens. Il faut qu'il y ait une altérité, il faut que l'énergie circule. Elles peuvent donner, elles ont besoin de recevoir aussi. Donc, recevez, mais donnez-leur aussi beaucoup. La vraie féminine est apaisée. C'est ça, j'ai bien aimé cette phrase. Pardon, Joël ? Le vrai féminin est apaisé. J'ai bien aimé cette phrase, c'est pas quelque chose de combatif. En ce moment, on a besoin de paix. Oui, le vrai féminin, c'est quand vous avez touché cette force à l'intérieur de vous, qui ne vient pas de vous, qui vient de cette présence intérieure, et que vous pouvez la diffuser sans forcer. Il ne s'agit pas, c'est pas de l'ordre de la volonté, c'est de l'ordre de l'accueil
Et je pense qu'on n'est jamais autant femme que quand on accueille cette part en soi. Les hommes aussi peuvent accueillir cette force féminine en eux, hein, bien évidemment. C'est pas une force qui est réservée à l'un ou l'autre sexe. Elle est reliée à ce qui est plus grand que nous, en fait, et elle peut nous aider à faire de grandes choses. Merci Audrey Fella. Merci Joëlle. Beaucoup. Merci encore.